D'ailleurs, qui a déjà fait un peu de Rust, hein, ne serait-ce qu'au quotidien? Ok, ça va. Et qui n'en a jamais trop fait ou juste vu vite fait? Ok, on va essayer d'aller pas trop vite. Normalement, les macros, c'est un des sujets Rust qui est assez facile à appréhender, il n'y a pas beaucoup de complexité. Pour toute la durée de la présentation, il y aura des QR codes comme ça qui vont apparaître. Je dirais celui-là c'est le plus important, parce que c'est l'accès aux slides. Si vous voulez regarder les trucs ou récupérer les liens, en fait, bah, si vous avez la version web, il suffit de cliquer dessus, c'est juste un lien. Je vous laisse 5 minutes pour scanner. Peut-être pas 5 minutes, mais ça fait un peu long. Ouais, j'attends que les smartphones se baissent. Ok, bah, qui je suis, bah, ça vous l'avez déjà vu le voir, hein, je suis le gars de Moses, très surprenant. Je travaille pour Advai, en fait, c'est un éditeur logiciel qui fournit des solutions logicielles pour tout ce qui est suivi de chantier, suivi d'avancement, contrôle de qualité, et aussi avec mince, comment ça s'appelle, les bailleurs sociaux pour tout ce qui est suivi de travaux avec leurs locataires. Voilà, donc on a beaucoup de dématérialisation. On travaille au quotidien, DevOps senior, c'est l'étiquette qu'on m'a collée. Sinon, je fais un mix entre DevRel, SRE, etc. En fait, je m'occupe de tout ce qui est l'infrastructure, l'interaction avec les développeurs et l'infrastructure, et l'automatisation qui va avec. Mes outils de tous les jours, donc c'est plutôt Terraform, Kubernetes, Helm, Argo CD. Il y en a quelques autres qui viennent se rajouter, mais l'idée c'est ça. Donc, bien pourquoi je viens vous parler de Rust et des macros. Je suis aussi l'auteur de Maçon, donc c'est une macro pour générer des builders. Donc, bon, pour ceux qui sont forcément super à l'aise avec le développement logiciel, les builders, en fait, c'est ce qui permet de construire des structures de données. En fait, on décrit des structures de données. Vous pourrez les construire assez facilement, de manière un peu fluente, ce qu'on appelle fluente. Voilà. Il y a des façons de faire. Si vous voulez voir la genèse du projet et un peu comment ça fonctionne, etc., bah, je vous invite à scanner le QR code ou un peu plus tard à aller cliquer sur le lien. Ça vous donnera aussi l'occasion de découvrir une super regroupement d'experts que j'appartenais encore jusqu'au mois d'avril sur Toulouse. Donc je vois qu'ils sont un peu regroupés là-bas. Donc Monkey Patch, donc voilà, c'est sur le blog de Monkey Patch, donc voilà, ça sera l'occasion de faire une double découverte, Maçon et Monkey Patch. Avant de passer à la pratique, deux trois théories à connaître, donc deux trois notions sur les macros en Rust. Donc Rust, le langage, bah, c'est un langage moderne, donc la syntaxe est quand même plutôt sympa, ou pas, on a de chacun. Mais voilà, c'est assez expressif, donc vraiment quelque chose d'assez correct. C'est une compilation native, donc il n'y a pas de JVM, pas de VM qui va tourner pour faire tourner les choses, et avec pas mal d'accents orientés sur l'ownership, la sûreté de mémoire, etc. Et notamment les fonctions aussi un peu avancées, il y a le macro, donc ce qui est en gros la génération de code, ou ce qu'on appelle aussi la métaprogrammation. Donc c'est du code qui génère du code. Les principes des macros, c'est quoi? C'est une fonction qui va prendre un flux de tokens, un flux de tokens, et qui va renvoyer un flux de tokens. Ça, c'est grosso modo, c'est l'idée, ce que je vous avais dit. Donc, on fait de la métaprogrammation du code qui génère du code. Donc, le code, c'est une fonction. Et le code qu'on va générer, on va le retourner sous forme de jetons. Bon, on en parlera un petit peu après. Ça prend trois formes. La première, c'est les fonctions. Donc, ça s'appelle en gros comme une fonction. On met juste un point d'exclamation à la fin. On verra à peu près le détail. On a ce qu'on appelle les macro-dérivés. Donc en fait, ce qu'on va appliquer sur une structure de données, typiquement. Donc ce qu'on verra aujourd'hui plutôt. On va rentrer sur ce détail là-dessus. Donc on fait comme ça, on fait un derive et puis on met un nom et ça va magiquement appeler du code, enfin une fonction qui va générer du code. Et après, on a la macro un peu plus compliquée, je pense la plus complexe, c'est ce qu'on appelle les attributs. Où là, on va pouvoir carrément remplacer un morceau de code entier. On va l'appliquer sur un morceau de code, peu importe ce que c'est. Ça peut être une structure, un bloc, un module, tout ce que vous voulez, et ça va remplacer du code. Ça, on ne verra pas aujourd'hui, mais il faut savoir. On peut les écrire sous deux formes, les macros. Soit sous forme déclarative, ce qu'on appelle les macros par l'exemple. Donc ça ressemble à du pattern matching. En fait, on va être macro rules, donc ça c'est le mot-clé magique de Rust. Hello, c'est le nom de la macro. Et après, on va avoir un espèce de pattern matching. On dit, si j'ai une expression, alors tu vas me générer du code qui fait println, hello, de l'expression, etc. Ou si tu me passes rien en paramètre, tu rappelles la même macro, mais cette fois-ci en passant word en paramètre. Donc on voit ça déjà, c'est une première approche que les macros en Rust en fait peuvent être récursives. En fait, Rust, il va faire du remplacement, et puis si dans le code remplacé, il y a encore des macros, et il va itérer comme ça de manière continue. Donc voilà, après les exemples, ça s'appelle comme une fonction. Du coup, les macros, par exemple, ça ne concerne que les macros de type fonction. On ne peut pas l'appliquer sur les dérivés ou sur les attributs. Et finalement, ce qu'on va voir aujourd'hui, plutôt, c'est ce qu'on appelle une macro procédurale. Donc on va écrire du code. Et donc ça se présente comme ça, on va créer une fonction. Donc dans le premier cas, c'est une fonction, on écrit juste proc macro, on écrit la fonction. Donc comme je vous l'ai dit, on prend un token stream en paramètre, on reçoit un token stream.
En fait, ce qu'on va recevoir dans le cas des fonctions, bah, c'est tout ce qu'on a mis entre parenthèses. C'est ce flux de jetons-là qu'on va recevoir, et après on va juste renvoyer le code qu'on aura généré. Dans le macro dérivé, on va recevoir toute la structure de données sur laquelle on a appliqué la macro, et on va devoir renvoyer le code qu'on veut générer. Et sur les proc macros, les attributs, pardon, c'est un peu plus compliqué. Je dis qu'on fait du remplacement. Donc en fait, on va recevoir un flux qui correspond à sur l'élément sur lequel vous avez appliqué la macro. Et aussi bah, tous les attributs, enfin, toutes les définitions de ce que vous aurez mis en paramètre de la macro. On va recevoir tout ça, et puis après, bah, vous renvoyez les trucs là. Sauf que dans ce dernier cas, en fait, ce sera du remplacement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a été passé en deuxième paramètre en fait, sera remplacé par ce qui sera reçu en résultat. Les compilateurs, pour bien comprendre, je vais parler de jetons jusqu'à maintenant. En fait, quand on écrit du code, ça ressemble à ça. C'est un flux de caractères. Ça n'a pas beaucoup de sens. PU, B, espace, FN, etc. Bon, nous, l'œil humain, il comprend assez rapidement, surtout les développeurs, que bah, c'est une déclaration de fonction avec un paramètre de type, qui s'appelle name et de type optional string. Le premier étape de la compilation, bah, c'est de découper, c'est de trouver à peu près les éléments du langage. Donc, en gros, là, on fait un cut sur deux choses, c'est les espaces ou tout ce qui n'est pas caractère. Donc, pub, un espace, hop, je mets fin, FN, encore un espace, une parenthèse, là, il faut que je coupe, je sais que c'est à la fin d'une... etc. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est commencer à donner un peu de signifiant, en fait. Donc, pub, on voit que c'est ce qu'on appelle un ident. Donc ça, c'est les termes qu'on retrouve en fait dans l'API des macros, enfin, du langage de Rust. Donc pub, c'est considéré comme un ident, alors qu'en en fait, c'est un espèce de mot-clé, mais d'un point de vue Rust, c'est juste un identifiant. FN, pareil, hello, pareil. Par contre, une parenthèse, il a découvert que c'était un groupe. Donc il sait que quand il y a une parenthèse ouvrante, il doit y avoir une parenthèse fermante quelque part. Et puis après, il continue à donner du sens, etc. Et puis après, vous avez la dernière représentation, qui est ce qu'on va dire à l'AST, qui donne beaucoup de signifiants aux choses. Donc là, on sait que maintenant c'est une déclaration de fonction, que le pub c'était la visibilité, que maintenant le hello ça correspondait au nom de la fonction, etc. Donc, là, on a donné beaucoup de sens aux choses. Et dans Rust, en fait, au niveau de l'API, on va se trouver plutôt un mix entre ça et ça. Et du coup, c'est pas forcément super facile à exploiter, donc on va essayer de se rapprocher un peu de ça avec l'outillage que je vais vous montrer. Donc la démo. Donc là, en fait, vous avez toute la démo sur GitHub. Donc c'est une série de branches qui se succèdent. À chaque fois, vous avez un README qui vous explique étape ce qu'il va faire. Aujourd'hui, en fait, on va parcourir en gros à peu près le README, sauf qu'on va aller beaucoup plus vite. En 45 minutes, on n'a pas forcément le temps de tout voir. Donc l'idée, c'est de travailler sur ce qu'on appelle des data. C'est une espèce de typologie pour les structures de données. C'est en général ce qu'on appelle des porteurs de données, son nom data. Donc et souvent on a des comportements qui s'attendent assez simples. Donc il y a plein de trucs qui sont implémentés par défaut, des getters, des setters. On n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui et on va se limiter aussi aux types string, usize et bool. En vrai, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais ça demanderait un peu plus de temps à le faire. Donc l'étape la première, c'est initialiser le projet. On démarre from scratch. Hop. Je ne sais pas si c'est assez grand pour tout le monde. Levez la main si ça ne va pas. Ok, tout le monde est ok. Donc, on est sur un projet Rust classique. J'utilise la ligne de commande cargo. Donc, c'est un peu l'outil pour manipuler des projets en Rust. Ce sera l'équivalent de npm, pour les parties Node.js, Maven ou Gradle côté Java. Donc, cargo init, on fait un cargo new, ça va créer un nouveau répertoire. Là, je me suis placé dans un répertoire qui existait déjà, c'est un peu plus simple. Cargo init, -lib, voilà, en fait on peut voir donc, les crates, c'est des packages en Rust. Il y en a deux types, il y a les lib, il y a les bin. Donc bin, c'est pour créer des binaires, il faut faire des librairies. Donc c'est une macro, en général, c'est pas un binaire, donc ça va être lib. Je vais lui donner un nom, on va l'appeler data, puisqu'on fait un truc data, non, c'est tout en minuscule, hein, la règle de nommage des packages en Rust. Et dans le répertoire courant. Donc voilà, donc là on a commencé déjà un petit projet, mais c'est juste une lib classique. Comme ça. Donc le cargo toml, c'est le fichier de définition de votre projet, cargo, Rust. Donc hop, un petit coup. Très bien. Pas réveillé ce matin. Donc les premières étapes pour faire un projet de type macro.
c'est qu'on va définir dans lib une clé qui s'appelle proc macro. Ça va avoir deux effets. Le premier, un peu pas cool, mais ça, si vous allez voir les exemples du tuto, etc., vous trouverez une solution, c'est qu'on ne peut plus exporter que des macros. La lib, en fait, maintenant, elle ne peut exporter que des macros, elle ne peut plus exporter de type, elle ne peut plus exporter de fonction. Tout ce qu'elle pourra exporter, c'est des macros. L'autre point qui arrive, et que là nous intéresse beaucoup plus, c'est que du coup, ça va rajouter dans l'API qui sont accessibles en standard, tous les utilitaires et les fonctions et les API pour faire des macros. Donc, que ce soit les déclarations, tous les types, pour tous les token streams par exemple qu'on a vu, etc. Bon, je vous avais dit, au niveau, si on prend les macros un peu bruts, on est plutôt en mode token. Donc avec pub, c'est un ident, fn, c'est un ident, ça ne m'intéresse pas tellement. Donc pour ça, on va avoir trois crates qui sont plutôt utiles pour s'amuser, pour manipuler tout ça. Le premier, c'est proc macro 2. Proc macro 2, c'est quoi? C'est juste un wrapper, on va dire, une copie de proc macro. Donc c'est la librairie officielle proc macro. Mais cette fois-ci, en fait, on va pouvoir l'utiliser un peu partout. Si on veut faire une lib qui est un utilitaire pour générer des macros, pour travailler sur des macros, on va avoir besoin de proc macro 2. Donc ça, pareil, si vous voulez faire des tests, les tests, en fait, en Rust, c'est quoi? C'est juste un binaire qui est compilé à côté. Un binaire, ça ne peut pas être une macro, donc il n'a pas accès à l'API macro. Donc du coup, si on veut refaire des tests, il va falloir utiliser proc macro 2 pour convertir tous les types proc macro en proc macro 2. Ouais, c'est un peu une manipulation à faire, c'est un peu lourd, mais en tout cas, la lib, ça se fait assez facilement. Et en fait, ce qu'on va faire, je vous montrerai juste après, en fait, c'est que dès l'entrée, on va convertir tout en proc macro 2, et le dernier truc qu'on va faire à la fin, c'est de reconvertir en proc macro. Et ensuite, on a deux libs qui vont bien nous aider. Quote, c'est ce qui permet de générer des flux de tokens en écrivant comme du code. En fait, on va ouvrir des blocs, on va écrire du code Rust classique, et lui va transformer ça en token pour nous, compatible proc macro 2. Donc c'est là l'intérêt de proc macro 2, c'est que justement les libs quote et sin n'existent que parce que proc macro 2 existe. Sinon on ne pourrait pas avoir d'outils comme ça un peu helper qui fonctionnent avec proc macro directement. Et sin, en fait, lui va nous permettre de parser des tokens pour avoir des structures de données qui sont un peu plus faciles à manipuler et qui se rapprocheraient vraiment plus de l'AST. On n'en est pas encore là, mais c'est l'idée. Et enfin, le petit dernier truc, là, c'est vraiment un truc pour vous aider, je vous conseille vraiment, c'est d'avoir une feature. Donc une feature, ça permet d'activer des bouts de code ou des fonctionnalités dans votre projet Rust. Et là, en fait, en gros, en mode debug, si les gens ont besoin de débugger comment se passe votre macro, parce qu'en fait, ça va générer du code, va faire plein de manipulations, l'idée, c'est d'avoir en général une feature qui s'appelle debug, qui pourront activer pour avoir des logs, etc. Et notamment, là, on active sur Sin un extra trait. Donc en gros, Sin, par défaut, par exemple, il ne propose pas d'implémentation debug pour tous les types qui manipulent. Donc là, on fait Sin extra trait. Donc déjà, on pourra faire une impression debug de toutes les structures de données de Sin, ou même de code et proc macro 2. Bon, il y a plein d'autres choses qui viennent avec, mais la principale fonctionnalité, c'est ça. Donc du coup, on peut dumper. Bon, tout ça, c'est bien beau. À quoi ça ressemble le code? Donc là, on est sur la lib, le code généré par défaut pour une lib, donc c'est juste un module qui porte une fonction, etc. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut faire, c'est des macros. Donc, une macro, ça ressemble à ça. Donc, on avait vu tout à l'heure, en fait, on va déclarer une fonction. On va lui passer un attribut qui s'appelle proc macro derive, parce qu'on va faire une macro dérivée. Entre parenthèses, je vais mettre le token en fait, qui va identifier la macro. Donc, maintenant, je ferai un derive data, ça appliquera la macro. Donc ça c'est la fonction. Donc elle renvoie un proc macro 1 token stream, donc le token stream en entrée en sortie. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va juste appeler notre fonction, mais après avoir converti en fait en proc macro 2. En fait ça vient de sin. Donc sin donc permet de parser les structures en proc macro pour en faire des proc macro 2. Donc ensuite là ça nous permet de comme je vous ai dit en debug, si j'active la feature debug, je vais pouvoir afficher ce que j'ai reçu en input, comment j'ai parsé mon input. Ensuite j'appelle ma fonction. Donc là, du coup, celle-ci sera testable, puisqu'on va utiliser proc macro 2. Donc celle qui va faire tout le travail. Pareil, je fais un petit rajout là pour pouvoir imprimer en debug si l'output. Et finalement, je renvoie l'output et je mets un into. Donc into, en Rust, c'est surtout utilisé pour tout ce qui est conversion. Donc là, en fait, output, c'est un proc macro 2. On va pouvoir le convertir en proc macro 1 automatiquement. Et donc, finalement, le vrai cœur de ma macro, c'est ça. Il doit renvoyer un flux de token. Donc là, je vous dis, on utilise quote. Donc là, on envoie juste du code vide, ça ne fait rien. Mais voilà, c'est un peu les bases. Donc voilà, avec ça, j'ai initialisé mon projet, j'ai une fonction qui est déclarée pour faire du derive. J'ai juste recasté en tout en proc macro 2 pour travailler plus facilement avec sin et quote. Et on va pouvoir travailler autour de ça. L'étape numéro
on va dire, une définition de projet. Celle-ci, c'est pas forcément quelque chose qui fait partie des étapes, mais moi, de mon expérience, quand j'ai codé ma première macro, ça m'a vraiment été super utile, c'est ce qu'on appelle les blueprints. Donc le blueprint, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va juste écrire un exemple de code de ce qui doit être généré par la macro. Et on va faire ça sous forme de test. Donc on va prendre une approche un peu TDD. Donc je fais hop, tout dans les tests, un blueprint. Donc on va travailler aujourd'hui avec deux types de structures de données, donc plutôt des structs et de type name et tuple. On va voir des exemples pour ceux qui ne connaissent pas. Allez, hop. Donc hop, je génère les deux. Je vous épargne l'écriture du code, des 28 lignes de code. Une structure nommée, donc c'est ça. Donc on déclare une struct, donc c'est un type en Rust, donc on lui donne un nom. Comme il est nommé, en fait, on va utiliser des accolades et on va donner des noms aux champs. C'est pour ça qu'on appelle ça nommé, parce que les champs sont nommés. Donc mon blueprint, en fait, il est décomposé en trois parties. L'input, en gros, c'est ce que je vais donner à manger à ma macro. En gros, c'est le premier paramètre qu'on reçoit dans la fonction. L'output, bah, c'est ce que je voudrais qu'il génère, mais là, comme je suis dans le blueprint, en gros, c'est voilà, je voudrais qu'il fasse ça. Alors la petite spécificité que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de contexte. C'est-à-dire qu'en gros, là, j'ai mis le chemin en dur de default, parce qu'en fait, quand on est dans les macros, on va générer du code, mais on ne sait pas dans quel contexte il va être généré. On n'a pas d'informations sur le contexte, on ne sait pas ce qui est importé, ce qui n'est pas importé. On peut éventuellement rajouter des imports, mais bon, ça peut créer des problèmes avec le code existant. Donc du coup, il y a une satinize, je sais pas comment on dit en français. L'idée, voilà, les bonnes pratiques, c'est du coup de bien tout, quand on génère du code comme ça, de bien tout nommer. Donc en complet, avec le chemin complet, on ne fait pas d'import, on utilise tout, donc ça donne des choses un peu verbeuses, donc on est content que ça génère que ce soit du code généré, qu'on n'ait pas à l'écrire à chaque fois. Donc là, on retrouve le nom de la classe, enfin le nom du type qui est ici. C'est pour une implémentation de default, donc à quoi ça ressemble default. Donc self, c'est le type qu'on est en train de définir, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop Rust. Et donc là, je vais faire quoi? Je vais juste récupérer les valeurs par défaut pour mon string, mon number et mon boolean. Voilà. Peu importe le type de données, le résultat est à peu près toujours le même. Et la troisième partie, finalement, dans mon blueprint, c'est le test. Donc je vais pouvoir valider que le code que j'ai généré, ça fonctionne. C'est pareil, c'est assez important, c'est de dire, ok, je dois générer du code, j'ai une idée, ok, je l'écris, et puis si je l'écris direct, finalement, est-ce que le code que j'ai écrit ici, enfin, j'imagine que le code doit être généré par la macro, il fonctionne ou pas. Donc là, c'est l'idée, on va avoir des tests comme ça qui vont me permettre de valider, déjà au niveau du blueprint, que ce que j'écris, c'est correct. Bon, le tuple, c'est exactement la même chose. Donc un tuple, c'est juste avec des parenthèses, en fait, c'est défini. On retrouve des tuples un peu partout dans les structures de langage. Des fois, c'est avec des square brackets, square brackets. Enfin, c'est pas grave, je pense. Donc voilà, j'ai repris après la même structure de données, sauf qu'il n'y a pas de nom. C'est juste une liste de types. Et l'implémentation, ça ne change pas tellement. C'est pareil du self. Et puis on retrouve les mêmes éléments. Et mon test, c'est à peu près pareil, sauf que là, en fait, pour y accéder, c'est le premier élément, le deuxième élément, le troisième élément, etc. En mode TDD, donc j'écris mes tests, je vérifie quand même que ça fonctionne. J'espère que l'internet fonctionne bien. Ah, c'est pas gagné. Ah oui, non, je sais pourquoi. Bon, tant pis. On me ferait confiance, ça marche. Non, le problème, c'est WSL, il n'aime pas trop les changements de contexte, donc, de réseau. Ok, donc là, on a le blueprint. C'est cool, mais maintenant, comment je passe à l'implémentation? Donc là, je vais retourner dans ma lib. Donc j'ai dit, en fait, on a créé une fonction. En gros, j'ai repris en gros, le nom de la fonction, j'ai juste rajouté IMPL. On va fonctionner avec des proc macro 2. Donc là, hop, on va supprimer la fonction. Donc l'élément de base. Ma structure de base, donc quote, cette fois-ci, je vais lui passer du code à générer. Donc en général, quand on commence un blueprint, bon là je ne l'ai pas fait, en fait on prend l'output là que je vous ai mis dans le truc, et je copie-colle. Je ne réfléchis même pas en mode no brain. Bon là je vous ai un peu, pour éviter du code qu'on va remplacer, etc. Je vous ai quand même mis juste la structure minimale. Juste pour montrer un peu les types d'informations qu'on peut récupérer. Donc sur un input, donc là c'est ce qu'on appelle un derive input. Donc c'est une structure de données qui correspond à un flux de token, qui correspond à la déclaration d'une structure de données. Donc là, là ici j'ai struct name, etc. Hop, on va remonter plutôt ici. Donc c'est ça mon flux de token.
Donc ça, j'ai demandé du coup à Syn de me le parser, qui ne me renvoie pas juste string, name, un groupe qui est de type accolade, avec une string, enfin du coup pas deux points, mais bon, ça va être plus ou moins comme ça, etc. Donc du coup, là, lui, il m'a déjà parsé. Et donc dans ident, déjà, j'ai le nom de je peux récupérer le nom de la structure de données, name. Donc comment je fais dans mon code? Donc je vous l'ai dit, donc j'ai copié-collé mon code et en fait avec les dièses là, je vais pouvoir insérer en fait des variables qui sont dans le contexte, dans le scope. Donc là je récupère ident que j'ai défini ici. Donc c'est juste la récupération de l'identifiant de ma structure. Mais là je mets pas de champ, donc là si je faisais les tests ça planterait parce qu'il me dit, enfin il me dirait name, il a besoin du champ name, il a besoin du champ string, boolean, etc. Donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Il faut que je récupère la liste des champs. Donc, les champs, comme c'est. Alors là, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en fait, les structures de données, il y en a trois types en Rust. Il y a les structs, les enums, les unions. Bon, pour ceux qui connaissent, tant mieux, sinon je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais nous, on est plutôt sur des types structs, et même avec des structs qui sont soit name, soit tuple. Dans notre premier cas, pour l'instant, il n'y a pas de différence. On dit juste qu'on a une struct, on ne sait pas trop quoi. Et en fait, à partir du moment où j'ai une struct, donc je récupère le data, je vais pouvoir récupérer la liste des champs et itérer. Je vais faire une copie en gros des champs que je vais récupérer là dans default field, dans fields. Et ensuite, pour construire ma liste des champs par défaut, je vais juste itérer sur les champs. Pour chaque champ, je vais récupérer son identifiant. Donc ça, le hasref, unwrap, bon, bref, parce qu'en fait, vous voyez sur les tuples, il n'y a pas d'identifiant, donc du coup c'est un option. Donc ça me permet de récupérer la valeur de l'option. Et du coup, qu'est-ce que je génère à chaque fois pour chaque champ? C'est l'identifiant du champ, deux points, et default. Si on retourne ici, c'est bien ça. J'ai le nom du champ, deux points, et le nom du champ. Pas oublier la virgule à la fin à chaque fois, etc. Donc voilà, donc ça c'est juste le champ. Ça, je vais générer pour chaque champ. Donc ça, c'est en fait juste un flux de token. Et en fait, je peux récupérer plein de flux de tokens et en faire un gros flux de tokens. Donc là, je fais le collect. En fait, c'est une méthode sur les itérateurs qui permettent de rassembler des objets et qui, en fonction du type qu'on veut construire, Rust, il sait comment faire et quelle méthode il doit appeler. Donc moi, je lui dis, en fait, à partir de ton flux de tokens, qu'est-ce que je veux? Je veux un autre flux de tokens, il va juste rassembler tous les tokens et en faire un seul. Donc là, il faut que je modifie un peu code. Et là, je récupère tous les champs que j'ai générés. Et voilà. Donc ça me permet, voilà, juste pour name, pour blueprint name. Donc comment je fais après? Bon, j'aurais dû le faire avant d'ailleurs. Cette fois-ci, je ne vais pas créer un blueprint, je vais créer une macro. Donc, pour faire un CP, on va voir que c'est une copie. Named.rs, je vais prendre de blueprint. Test, macro name. Hop. Donc là, en fait, j'ai recopié tel quel. Donc, en tant que ça, c'est pas très intéressant. Donc la seconde étape, en fait, je vais virer l'output, puisque maintenant j'ai ma macro qui doit me le générer. Et je vais juste rajouter deux choses. La première, c'est d'importer ma macro. Donc ça, ma crate, mon package, il s'appelle data en minuscule. Ma macro s'appelle data en majuscule. Et je vais faire un derive. Et donc ça, voilà. Et là, ça va être un peu compliqué de jouer le test parce qu'il y a des petits soucis avec le réseau. Mais là, maintenant, je vais appeler ma macro et je vais juste garder en fait, le même fichier avec le même input. C'est la même structure de données que dans mon blueprint. C'est les mêmes tests. Sauf que d'un côté, j'avais le code que je voulais générer, des choses un peu spécifiques, un cas un peu spécifique. Et ensuite, le blueprint name. Ensuite, on fait pareil avec les tuples. Ici. Donc là, pareil, je supprime l'output. Derive data. Ok, ça c'est la même chose. Sauf que là, petit problème, si on revient sur le blueprint name, ce que j'avais ici, c'est des parenthèses et il n'y avait pas de nom dans les champs. Donc comment je vais gérer ça? Donc le premier, déjà, je vais m'occuper de gérer les champs. Oups, pas ici.
tac, tac, tac. Mince, qu'est-ce que j'ai récupéré là? Merde, je me suis un peu perdu. Qu'est-ce qui m'a généré là? Attends, on va faire ça comme ça. Non, les filtres on avait déjà fait, c'est les tuples. C'est pour ça que ça va pas. C'est ici, c'est ici. Donc comment je gère du coup les tuples? Donc là en fait tout à l'heure en fait j'avais récupéré quoi qu'il arrive ce qu'il y avait dans l'optional de ident. Sauf que dans les tuples j'ai pas d'ident. Donc là je fais une déconstruction avec Rust. Je dis bah si en fait il y a quelque chose dans ident, tu me le récupères, let sum, et dans ce bloc là, du coup j'aurai accès à l'ident. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais imprimer ident 2 points. Et bah si t'as pas d'identifiant, donc en gros c'est un tuple, bah, en fait t'imprimes rien. Et après, bah, en fait, le code, c'est quoi? Je fais le préfixe, donc c'était ident 2 points, si c'est un name. Si c'est un tuple, je fais rien. Et je renvoie toujours à default. Ça ne change rien. Mon problème maintenant, c'est que je dois gérer le cas de la parenthèse. En fait, on avait vu, je me rappelle sur le parsing, en fait, quand j'ai une accolade ou une parenthèse, ou même si j'ai un square bracket, en fait, c'est un groupe. Il y a un type qui s'appelle groupe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste récupérer un délimiteur. Donc, soit c'est une brace, donc c'est une accolade, soit une parenthèse. Donc en fonction si c'est des champs nommés ou des champs des tuples. Et là, à la place de récupérer que des champs, je récupère un champ et un délimiteur. Et du coup, il y a une structure de données en proc macro 1, bon, et 2 aussi, nous on travaille avec proc macro 2, qui sont les groupes. Donc, default group, proc macro 2, new, délimiteur, et là je vais y passer un flux de token. Donc là, ça veut dire en fait, tout ce flux de tokens, tu me le remets dans un groupe qui sera encapsulé par mon délimiteur. Donc là, en gros, si c'est un champ, un brace, enfin une structure nommée, ça sera une brace, une accolade. Et si c'est un tuple, ce sera une parenthèse. Donc du coup ici, j'ai plus besoin de ma parenthèse, enfin mon accolade plutôt. Et c'est le groupe que je vais mettre. Donc comme ça, de manière itérative, avec les blueprints, je vais modifier, je vais revenir dans le code, etc. C'est vraiment la boucle de feedback qui va se faire tout le temps. Et si vous avez une approche, enfin, je vous conseille une approche TDD, on va avoir plein de tests, etc. On va itérer comme ça pour faire grossir et rendre un peu plus générique la macro au fur et à mesure qu'on va rajouter des paramètres, des fonctionnalités, etc. Donc voilà, donc là on a implémenté default, c'est facile. Le problème là, c'est que si je continue comme ça, en fait, j'ai un code qui, bon là, il commence à déjà être un petit peu monstrueux, où je vais mélanger, je dois récupérer des données, je dois extraire des informations, je dois donner du sens à ce que j'ai extrait par rapport à mes besoins de ma macro, puis ensuite à la fin, je vais générer ma macro avec du code. Parce que là, en gros, on n'a qu'une méthode, mais souvent les macros vont générer plein de méthodes, plein de fonctions. Donc on va fonctionner un peu différemment, on va essayer d'organiser un peu le code façon un peu ETL. Avec 3 modules. Donc les modules, c'est les packages, ou vous voulez, c'est une façon d'organiser du code à l'intérieur d'une crate. Donc j'ai retrouvé 3 morceaux, modèle, parseur et générateur. Donc pour ceux qui sont un peu familiarisés avec la notion de TL, en fait, il y a ce qu'on appelle souvent les formats pivots. Donc c'est l'idée, c'est qu'en fait, on va extraire l'information, mais un peu orienté. On va lui donner une structure qui a du sens pour ce qu'on veut faire. Donc ce qu'on appelle le format pivot, ou une donnée pivot. Et donc là, ce qu'on va faire avec le modèle. Donc le modèle, c'est quoi? On a une data, donc en gros, c'est ce qui décrit ma structure de données. On va récupérer les informations qu'on avait déjà, l'identifiant, la liste des champs. Pour chaque champ, j'ai besoin pour chaque liste de champs, j'ai besoin du délimitaire. Moi, je mis content, pas très inspiré pour le nom. Et pour chaque champ, pour l'instant, tout ce que j'ai besoin, c'est d'un identifiant qui est optionnel, puisque je peux avoir un tuple ou une structure nommée. Mon parseur, en gros, c'est tout ce qui va permettre de générer le modèle à partir de l'input. C'est tout ce qu'on va faire. Donc là, on va retrouver à peu près les mêmes premières étapes en gros qu'il y avait en haut de ma fonction. Extraire l'identifiant du truc, sauf qu'au lieu de récupérer une référence sur l'identifiant, je vais le cloner carrément, ça coûte pas très cher, on peut en profiter.
On voit que j'ai la récupération de ma liste des champs. Ensuite, au lieu de générer là, la liste des champs pour mon default, on va juste en fait, convertir dans mon format pivot mes champs, avec récupérer les informations qui m'intéressent, etc. Et enfin, le générateur, c'est toute la partie où là, je vais vraiment générer mes flux de tokens. Donc, je récupère l'identité du data, au lieu d'aller récupérer directement depuis l'input. Je construis ma liste des champs à partir des champs que j'ai récupérés, pas directement à partir de l'input, etc., etc. Après, on retrouve à peu près la même chose. Ça n'a pas trop bougé. Dernier changement, c'est au niveau de mon point d'entrée. Tout enlever. Donc, je vais faire plus que deux choses. Importer mes trois modules. Et cette fois-ci, ma fonction, c'est quoi? Je vais parser mon input pour générer mon modèle pivot. Et ensuite, appeler mon générateur. Voilà, vraiment, on récupère les tels, extract. On extract, transforme un petit peu, et puis load. Du coup. Voilà, donc ça, c'est l'idée. C'est vraiment une approche. Ça permet de décomposer un peu, commencer à décomposer le problème, éviter de commencer à mélanger les choux et les carottes. On fait une belle séparation entre les choses. Bon, maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin, rajouter un peu de complexité. On va implémenter des bugs. Donc là, je retourne sur mon blueprint. On va pouvoir faire un peu crado, je vais tout mélanger. Donc mon blueprint, c'est quoi? Donc là, normalement, je vais mettre dans l'output, hein, j'ai généré la suite pour aller plus vite. Donc mon implémentation de debug, pareil, donc j'implémente le trait ou l'interface, pour ceux qui sont plus utilisés à d'autres langages, pour ma structure qui s'appelle name. Donc je dois déclarer une fonction qui s'appelle fmt, qui reçoit un formateur et qui doit renvoyer un fmt result. L'implémentation, ensuite vous pouvez vous amuser en fait, hein, si vous voulez générer. En fait, on peut dériver des bugs automatiquement, ça c'est inclus directement dans le côté dans Rust, il n'y a pas besoin de le faire normalement. C'est juste pour la démo. Donc ça s'appelle quoi? En fait, ça appelle un truc qui s'appelle sur le formateur qui s'appelle debug underscore quelque chose en fonction du type d'information que vous voulez serialiser. Il faut lui passer le nom de la structure, enfin le nom du type, etc. Et puis après, pour chaque champ, il va falloir l'appeler pour dire le nom du champ, la valeur qui sera associée au champ, etc. Et quand j'ai terminé, je fais un finish. En gros, ça permet de fermer les blocs qui ont été ouverts par le debug struct. Voilà, pas plus méchant. Si je faisais un test, ça marcherait. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je reprends mon test que j'ai rajouté ici. Donc, je ne vais pas modifier mon input, donc je n'ai pas besoin d'y toucher. Je retourne dans mon test qui est de ma macro, et là, je récupère le test. Donc en fait, à chaque fois, ça va être ça. En fait, à chaque fois, on va avoir un couple fichier, blueprint qui définit un exemple de code que je veux générer, et le même fichier, mais juste avec les mêmes inputs, les mêmes tests, sans l'output, puisque cette fois-ci, ils seront générés, où je vais pouvoir, comme ça, mettre du code dedans. Et on va pouvoir refaire les mêmes tests pour m'assurer que je suis bien synchro entre mon blueprint et mon implémentation. Bon, voilà, ça c'est bien beau. On va passer maintenant, du coup, à l'implémentation. Donc maintenant, dans mon lib, en fait, je ne vais plus y toucher maintenant. J'ai bien tout découpé. On va d'abord générer du code. Donc, qu'est-ce que je fais que je vous ai dit? Je suis bête et méchant. J'ai mon blueprint. Je copie. Je vais dans mon générateur. Je vais dans ma partie bloc code, donc qui est mon génération de tokens. Et là, je copie-colle. Bon, là, il y a déjà des trucs que je sais faire. Ident, c'est facile. Je l'avais déjà au-dessus, c'est un peu pareil. Là, j'ai un truc un peu plus compliqué. C'est que j'ai la même chose, mais entre côtes. En fait, c'est très simple. Qu'est-ce que j'ai récupéré là? C'est pas ce que je voulais. En fait, bon, je vais juste faire un truc. Alors, est-ce qu'il y avait tout? Il y avait peut-être tout du coup. Yes, il y avait tout. Hop, donc ça, je vous ai dit un copier-colle. C'est pas grave, on revient en arrière. Donc là, on va faire. Bon, il y a un peu de mail. Pour la partie, il faut générer en fait des strings dans le flux. En fait, ce qu'il y a juste besoin, c'est de créer une variable, une donnée qui est une string. Et en fait, lui, il va juste le faire serialiser sous forme d'une string directement. Donc, en gros, j'ai pris mon ident, j'ai fait un toString, ça m'a généré une string qui contient juste le nom de l'ident. Et ici, en fait, dans le debug struct, j'ai passé l'ident directement. Et pour la liste de champs, en fait, c'était un peu comme tout à l'heure avec le default. Je vais parcourir la liste de mes champs. Si c'est une struct nommée, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler la fonction .field. Je vais lui passer le nom de mon ident. Donc, si on revient plutôt sur le blueprint, c'est ici, c'est une string du nom du champ.
C'est pareil, je récupère l'identifiant du champ, je fais un toString pour récupérer une string. Ici. Et je remplace self, donc là, je dois récupérer une référence sur le champ de ma structure de données, et je passe le nom du champ. Pour l'instant, si c'est un tuple, je fais rien, je ne sais pas faire. En fait, je dis que je ne sais pas faire. C'est pas forcément propre. Si vous avez, je vous invite du coup à aller poursuivre la démarche. Mais un peu plus loin, il y a un chapitre qui est dédié à la gestion des erreurs. On peut aller voir qu'est-ce que je fais quand je ne sais pas faire en fait, ou quand c'est une fonctionnalité qui n'est pas supportée par la macro. Bon, ok, bon là si je faisais les tests, aussi, je reviens juste à l'implémentation, j'ai supprimé ce champ, je récupère juste mon flux de token, debug field, ce que j'ai appelé. Donc si je fais ça sur mon name, ça passe bien. Si je passe côté tuple, par contre là ça va plus passer, donc là hop, je récupère, juste pour se mettre à la fin. Mon blueprint de tuple. L'implémentation pour les tuples est un peu différente. Au lieu d'appeler debug struct, j'appelle debug tuple. Et quand j'appelle un field, comme j'ai pas de nom, en fait, je donne pas de nom, et du coup je peux quand même récupérer le nom des champs. Donc, on voit que déjà c'est pas un peu comme un des cas qui varie un peu. Donc on récupère. Donc là, si je faisais tester, ok, ça fait bien le bon truc. Je récupère sur mon macro tuple, je copie-colle la fonction, et c'est là que ça commence à cracher en mode TDD, et là je dois faire quelque chose. Donc, on va faire implémentation. Donc là où j'avais laissé vite tout à l'heure, bah maintenant on va être un peu plus intelligent. Tuple, on est là. Donc c'est là. Donc là j'ai besoin d'un truc. J'ai besoin de récupérer en fait, en général on appelle ça comme ça en Rust, un ordinal. Donc c'est l'index en gros de mon champ. Parce qu'en fait si je reviens sur mon blueprint, ici ce que je lui passe c'est pas des noms de champs, parce que j'en ai pas, c'est un ordinal. Et ça en fait je n'ai pas cette information aujourd'hui. Je reviens sur mon générateur, donc il y a ça. Après, quand on écrit, pour imprimer une string, c'était assez facile. Je convertissais en string mon token et ça nous imprime sous la forme d'une string. Par contre, pour tout ce qui est autres littéraux, c'est un peu plus compliqué. Il faut aller lui dire explicitement ce qu'on veut, si on veut des usize. Donc c'est des entiers en gros qui correspondent à la taille de l'architecture sur laquelle on travaille. En général, tout ce qui est sizing en Rust, on va utiliser usize. Donc on va récupérer ça sous forme d'un ident. Et un peu pareil que tout à l'heure, je fais un field, etc. Donc là, comment je fais du coup pour avoir un field, un ordinal? En fait, je reviens sur mon modèle pivot. Je vais aller ici, ordinal, usize. C'est ma donnée, et je vais même rajouter un autre truc. On verra un peu plus tard. C'est le format. Ce qui me permet en fait de distinguer. En fait, quand je suis sur une structure nommée, je dois appeler debug struct. Sinon, c'est debug tuple. Donc pour faire la différence, il faut que je le stocke l'information quelque part. Donc on va faire ça comme ça. Hop. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai à modifier? Donc j'ai modifié ma génération, j'ai modifié mon modèle. Maintenant, c'est le parseur. Il faut que j'alimente le modèle. Donc pour l'ordinal, c'est assez simple. En fait, quand on itère sur une structure de données en Rust, en fait, on a un truc qui s'appelle enumerate, qu'on retrouve aussi sur la plupart des langages fonctionnels. Donc, ce qui permet en fait enumerate, en fait, de plus itérer seulement sur l'objet, sur les éléments de ma collection, mais je vais aussi le préfixer en fait avec l'index. Donc là, préfixer sous forme de tuple. Donc là, je vais l'appeler ordinal. Comme ça, hop, ici, je fais ordinal. Et maintenant, un truc un peu plus compliqué, j'avais dit qu'il faut que je génère la structure de données, il faut que je sache si c'est un tuple ou pas. Donc je reviens en fait sur tout le moment où je commence à déstructurer mon input. 4. Parse. Donc là, je déstructure, donc je vais un peu plus loin, les names, et donc seulement de récupérer le délimiteur, je lui fournis le struct format qu'on avait déclaré dans le modèle. Donc là, hop, ici. Attention à l'ordre des paramètres. Bon, c'est pas super joli, on peut faire mieux, hein. Bon, c'est pour l'effet démo. Hein. Ici, je récupère le format. Et enfin, dans mon générateur, il n'y a plus qu'une dernière étape ici, c'est de personnaliser la fonction. Je viens ici, donc j'ai juste déstructuré mon data format de mon modèle et générer un identifiant. Là, on a code format ident qui permet de créer des identifiants à partir d'une chaîne de caractères qu'on écrit en dur. Debug method. Donc voilà, on n'ira pas beaucoup plus loin pour aujourd'hui. Donc des étapes comme ça, il y en a 7 je crois.
concernant la gestion des erreurs et pas mal de choses. Et pour la suite des informations, donc les étapes, oui, il y avait les attributs. Donc en fait, ça permet de faire de la configuration. En gros, quand on appelle la macro, de passer des métadatas, ce qui permet de dire je veux pas faire ci, je veux faire ça. Là, dans l'exemple, par exemple, c'est de dire certains champs, je veux pas qu'ils s'affichent quand je l'imprime en debug. Donc ça, voilà, ça c'est un exemple. Donc on dit Darling. Donc Darling, c'est un peu pour ceux qui connaissent CRD. C'est l'équivalent, mais sur des flux de tokens. Il est capable de déstructurer selon certains patterns. Donc il y a un peu de convention là-dessus, mais c'est l'idée. Donc on ne peut pas tout faire, mais c'est l'idée. La gestion des erreurs, comme je l'ai dit. Donc, en fait, l'idée, c'est de générer des erreurs de compilation, un peu comme on aurait si on avait écrit du code, plutôt que de se dire ah ça marche pas, ça plante, etc. En fait, on peut générer des vraies erreurs de code avec pinguer les endroits où ça va pas dans la macro ou sur la structure de données directement. Parce que par exemple, dire enfin, on l'a dit, on supporte les strings, les usize et les booles. Imaginons que je ne supporte pas les boules, bah, je peux le dire, et dans ce cas-là, le marqueur, il ne va pas se positionner à l'endroit où l'exécution de la macro, ou en tout cas où on a demandé à être appelé, mais dire vraiment, ah là c'est sur le champ qu'il y a un problème, que la macro ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment la solution de travail. Alors ça arrive il n'y a pas très longtemps dans Rust, parce qu'avant c'était en unstable, et la même chose, c'est pour générer des warnings, on ne peut pas encore le faire, ça fait partie des trucs encore instables côté Rust. Si vous êtes sur du unstable, ou du nightly, etc., vous pouvez aussi générer des warnings du coup, de la même manière, ce qui est plutôt pratique. Si vous avez des dépréciations, par exemple, moi c'est mon cas là, sur un macro, j'ai changé un petit peu la configuration, la structuration de la configuration. Du coup, je ne peux pas générer des vrais warnings, mais parce que sinon ça m'imposerait d'être en nightly. API public, c'est ce qui permet justement comment on peut structurer son projet pour pouvoir exporter pas uniquement des macros, mais aussi d'autres types de données avec mes macros. Par exemple, si les macros définissent des traits et des interfaces, mon utilisateur, je veux qu'il puisse récupérer à la fois les interfaces qui vont être manipulées par la macro, mais aussi les macros. Donc, il y a un peu de stratégie. En gros, il y a 3 stratégies qui existent. Moi, je vous en recommande une, qui est ici. Après, il y en existe d'autres. Pour aller un peu plus loin, à ne pas faire. Donc là, en gros, on a fait les étapes une par une parce qu'on apprend, mais l'idée, c'est de tout faire en même temps. C'est-à-dire que les modules, j'aurais dû les faire en premier, commencer à découper. Mais en fait, quand on commence, au début, on ne sait pas comment on va structurer son projet, etc. C'est vraiment l'idée, c'est de pas faire. Une fois qu'on a un peu essuyé les plâtres avec la démo, c'est un peu l'occasion. On fait tout en même temps, les tests, etc. On ne fait pas les choses une par une. Implémenter les getters, voilà, on l'a pas vu, hein, les getters, les setters. Il y a eu plusieurs stratégies aussi sur les setters en Rust. Un sujet que je ne parle pas du tout, là, même dans la partie tuto, si vous allez au bout, c'est tout ce qui est assainissement, donc sanitize, je cherchais le mot tout à l'heure. Comment exporter les visibilités, enfin comment bien gérer les visibilités, parce que si vous faites des structures qui sont publiques ou pas publiques, si les champs sont publics ou pas publics, ça va générer des erreurs de compilation une fois que vous aurez généré votre code. Parce qu'en fait, si vous exportez un type, mais que ce que vous exportez n'est pas public, ça ne va pas marcher, etc. Ou aussi faire en sorte que le code qui est généré n'interagisse pas avec le code dans lequel il est inséré. Voilà, il y a pas mal de choses là-dessus. Là où je vous ai expliqué aussi, on a généré ou j'ai déstructuré en fait, à la main le code. Mais sinon, en fait, il y a un peu comme CRD, en fait, il y a moyen d'implémenter des traits ou des interfaces qui font ce travail-là et qui permettent d'abstraire. Donc, plutôt que de déstructurer mes données pour récupérer, les convertir, en fait, je peux utiliser des parses, des into, etc. Et enfin, alors ça c'est un truc que je travaille actuellement sur ma macro justement, pour pas se répéter, c'est de pouvoir travailler avec des fichiers de configuration pour ceux qui utilisent vos macros. Parce que les macros, comme je vous ai dit, on les appelle et on peut éventuellement passer dans des attributs de la configuration. Mais s'ils ont un peu des choses un peu répétitives à mettre, ça va être un peu pénible, qu'ils aillent à la répéter sur chaque structure de données, sur chaque élément, etc., sur lequel vous allez travailler. Donc il y a possibilité, un peu avec des hacks, de gérer des fichiers de configuration qui vont être mangés par la macro pour qu'elle puisse un peu personnaliser la façon dont elle travaille. Mais voilà, ça c'est un peu en test. Et puis tester, voilà, l'approche TDD, moi ça m'a vraiment réconforté, comme ça je peux vraiment itérer. Je fais une petite modif, voilà, c'est l'idée, baby step, pour ceux qui sont un peu familiers de TDD, mais c'est l'idée, on travaille par petites étapes. Ça permet de vite détecter les erreurs et de corriger si jamais un souci. Quelques liens que je vous laisse, la doc officielle, forcément, c'est un peu le meilleur point. Comment faire des tests avec les procs macro, parce que là, on a vu, on n'a pas fait de tests du tout. Voilà. On a testé ce qu'on générait. En fait, on pourrait inclure des tests unitaires en fait, directement grâce à proc macro 2. Un workshop, plein d'idées de macros. Donc, je vous ai proposé le data, mais en fait, il y a plein de trucs qui sont un peu typiques quand on travaille avec des macros. Et donc, ils abordent un peu tous ces concepts.
dans ce workshop, c'est plutôt intéressant. Case study, c'est un peu la même chose, mais plutôt sous forme d'article. On va dire quelles sont les typologies, les problématiques qu'on a à traiter, des trucs un peu spécifiques en tout cas, plutôt que les trucs un peu bateaux. Et pareil, pour le dernier, c'est un peu la même chose, mais sous un angle un peu différent. Bah, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, on est un peu short, mais au pire, il y aura dans les couloirs. Et bah, pour l'open feedback, je vous laisse laisser vos commentaires.